Notre invité cette semaine, Thomas Mulcair. Thomas Mulcair, bonjour. Bonjour, Pascal. Bienvenue à Mémoire. Plaisir de vous voir. Donc, on revient à votre élection. Là, vous vous présentez et vous l'emportez. Mais le gouvernement est formé par le Parti québécois de Jacques Parizeau et il est majoritaire. Alors, comment ça se passe, votre arrivée à l'Assemblée nationale? Ça, c'était intéressant parce qu'on était quand même une promotion de nouveaux députés qui arrivaient pour le Parti libéral. On est plusieurs à avoir été élus ensemble pour la première fois parce que beaucoup de ceux qui avaient été ministres avec M. Bourassa avaient décidé de quitter. Il y en a quelques-uns qui sont restés. Mais pour nous, le début de nos classes politiques était à l'opposition. Oui. Donc, on n'avait pas la frustration qu'on sentait chez les anciens ministres et les anciennes ministres. Ah oui. Je me souviendrai toujours, j'arrivais en commission parlementaire un jour avec une collègue, qui était collègue, on était élus tous les deux, mais qui avait été ministre. Puis en rentrant dans la salle, elle fait un tour d'horizon avec les yeux comme ça, elle enlève son manteau, elle cherchait du staff à qui donner son manteau. Moi, j'étais un élu comme elle me donne son manteau. J'ai souri, j'ai pris son manteau, j'ai rien dit. Mais on voyait que c'était symbolique de ceux et celles qui avaient eu l'habitude d'être au pouvoir, d'être les boss. Nous, on n'avait rien de tout ça. On était plutôt comme des pirates qui arrivaient avec le couteau entre les dents. On passait par-dessus bord. Il y avait à l'horizon, il y avait un autre référendum existentiel pour le Canada. Et nous, on savait que Parizeau était quelqu'un de redoutable. Moi, ce type-là, c'était tout un morceau et je savais que ce ne serait pas un parti de plaisir. Donc, nous, on a abordé ça avec enthousiasme. Et vigueur aussi, oui. Oh que oui! Il y en a qui nous le reprochent encore, mais on a livré la bataille de nos vies, puis c'était très serré finalement, ce référendum-là. Alors, vous avez parlé du couteau entre les dents. C'est vrai que c'est l'image qu'on a d'une jeunesse aussi engagée. C'est une image un peu guerrière, mais c'est vrai que vous avez toujours eu ce côté qu'on disait obstiné, même hargneux. La presse vous a décrit de cette façon-là. Qu'est-ce qui qu'est-ce qui expliquait cette réputation que vous aviez? Bien, je pense que le Parti québécois avait l'habitude d'avoir le haut du pavé lorsqu'il s'agit de livrer l'attaque aux libéraux. Parce qu'eux, ils se voyaient en haut à plusieurs égards et ils n'avaient pas l'habitude d'avoir une réplique tout aussi cinglante du côté de l'opposition, qui était nous, les jeunes tchocs, qui arrivaient pour leur livrer une bataille qui était assez féroce, je l'admets. Mais aujourd'hui, évidemment, je pense pas que j'aurais la même approche du tout. Mais à l'époque, avec ce référendum existentiel sur la table, nous, on considérait que c'était notre devoir, finalement, de livrer la meilleure bataille qu'on pouvait, puis on a gagné de justesse. Donc, vous parlez de M. Parizeau, vous parlez aussi de cette opposition, enfin, vous étiez l'opposition, mais de ce grand projet qui vous a mobilisé. En dehors de la bataille, politiquement, qu'est-ce que vous avez appris de cette époque-là? Il a démissionné très peu de temps après le référendum. C'était décevant pour une chose. Parce que moi, j'avais vécu l'époque où les Bernard Landry, Gérald Godin et d'autres avaient ouvert la porte des forces souverainistes à beaucoup de nouveaux arrivants. C'est vrai qu'on a été battus, au fond, par quoi? Par l'argent puis des votes ethniques, essentiellement. Je parlerais moins de la célèbre phrase de M. Parizeau qui parlait l'argent et des votes ethniques. Je parlerais de la réaction dans la semaine après, 10 jours après. J'étais avec des amis à Montréal, on était en soirée, toute simple, et c'était un resto qui appartenait à des gens qui étaient arrivés une douzaine d'années auparavant en provenance de Chili, des réfugiés, des Chiliens. Et ils étaient très proches du Parti québécois. Ils avaient tous travaillé pour le oui. Il y en a un qui me repère, me reconnaît, et il me suppliait de lui donner une réponse. Il dit, pourquoi Parizeau a dit ça de nous? Alors, il prenait très personnellement
ce bout de phrase-là. Et là, je me suis dit, il y avait un travail incroyable d'ouverture fait par le Parti québécois, accueillir, dire, on est tous Québécois, mais si vous voulez embarquer dans notre projet, et ainsi de suite. Et à partir de cette date-là, j'ai senti que cette ouverture, peu à peu, a dégringolé. Donc, ça vous a appris quelque chose sur le Québec ou sur une vision ou une communication de ce qu'est le Québec? Mais... Parizeau avait mené une campagne redoutable. Et il avait réussi à garder Lucien Bouchard, qui allait le remplacer. Mario Dumont était embarqué avec eux autres, qui représentaient une jeunesse de libéraux déçus. C'était un bon coup politique. Et le début de leur campagne était une catastrophe. C'était horrible comme campagne. Mais ils étaient assez flexibles et agiles pour scraper cette campagne totalement défaillante et en faire une autre. Et ils sont passés à un cheveu. Il y en a qui vont dire qu'il y avait des triches ici, puis moi, je vais répliquer qu'il y avait des triches de l'autre côté, parce qu'il y en avait des deux bords. Mais je pense que tout le monde va s'entendre, au moins pour dire que c'était très, très, très serré. Et je pense que je ne connais pas grand monde qui voudrait revivre ça. C'est très déchirant. Oui, effectivement. En 1997, vous avez beaucoup parlé des commissions scolaires religieuses, en fait, confessionnelles. Justement, le gouvernement souhaite déconfessionnaliser. Comment vous avez vécu cette période-là et qu'est-ce que vous avez pensé de ce projet-là? C'est moi qui ai donné le discours pour le Parti libéral pour adhérer à ce projet-là. Alors, malgré le fait que j'avais été élevé catholique, puis quand je dis catholique, c'était avec un C majuscule, nous, le chapelet le soir, à genoux, avec les parents, dans le salon. Et on ne manquait jamais l'église. L'église, parfois 5 matins par semaine, et le dimanche, parce que ma mère nous amenait à pied, ceux et celles qui avaient déjà leur première communion. Il y avait un couvent tout près de chez nous à Chaumédé, et on allait à l'église le matin. Il y a une messe à 6 heures le matin, puis on revenait à la maison. Donc, catholique avec un C majuscule. Et le curé en question dont j'ai parlé à mon école, il m'a parlé. Il était encore bien vivant en 97. Et il était très déçu que j'appuyais ce projet-là. Et j'ai essayé de lui expliquer. Je disais, Father, il faut comprendre que si c'est pour une meilleure éducation pour les enfants, partout, je dis, c'est beaucoup mieux d'avoir une division linguistique. Il dit, oui, mais qu'est-ce qui va arriver avec cet aspect religieux et moral? Et je dis, ça va pouvoir s'accommoder, mais ça va redevenir surtout à l'Église et dans les familles. Et donc, c'était une discussion difficile parce qu'on est resté proche jusqu'à la fin de ses jours. Mais je demeure persuadé que c'est un move exceptionnellement important de la part du Parti québécois. Madame Marois était là. On la tenait serrée parce qu'il y avait des aspects de la rédaction et de la mise en application qui pouvaient chirer à tout moment. Mais je suis très fier d'avoir pris part à ça parce que je pense qu'aujourd'hui, ça nous sert beaucoup mieux d'avoir des commissions scolaires. En fait, du côté francophone, ils ont perdu les commissions scolaires. Mais du côté anglophone, c'est garanti constitutionnellement de continuer d'avoir donc des services scolaires et divisés sur la langue et pas divisés sur la religion, qui était quelque chose qui renvoyait à une autre époque. Et on n'a qu'à regarder dans notre province voisine en Ontario, la division, le clivage catholique-protestant existe encore, constitutionnellement. C'est vrai que ça paraît rétrograde. Ça n'a aucun rapport, mais bonne chance de l'enlever en Ontario. Vous êtes réélu en 1998 et ce sera encore un gouvernement majoritaire du Parti québécois, mais Jean Charest devient chef du Parti libéral du Québec. Et vous devenez leader parlementaire adjoint. Voilà. Racontez-nous un peu comment s'est passée cette transition. Bien, on avait eu, pendant 4 ans, Daniel Johnson comme chef, qui avait remplacé M. Bourassa, donc après l'élection de 94, jusqu'en début de 98. C'était compliqué, parce que les gens étaient très réticents d'aborder une élection avec M. Johnson, pour des raisons assez complexes. Mais une des choses qui s'était passée, c'était notamment la tempête de glace qu'on avait connue, qui était extraordinaire. En janvier 1998. Et après ça, il y avait une réunion assez difficile où les gens avaient pu s'exprimer. Ils trouvaient qu'on n'avait pas vu le chef. Et je vais dire que j'ai toujours été d'accord avec Daniel Johnson sur le fait qu'il n'a pas essayé de faire de la politique pendant une telle crise qui était sans précédent. Mais les gens voyaient M. Bouchard aux nouvelles 3 fois par jour. Ils voyaient André Caillé avec son col roulé d'Hydro-Québec 3 fois par jour, puis ils se demandaient où était leur chef. Donc ça,
un peu été le trame de fond. Mhm. Il y a eu toutes sortes de tractations en arrière-scène. Moi, j'ai appuyé M. Charest tôt dans ce jeu-là. Et lorsqu'on s'est présenté aux élections, on était devenus assez proches. Et il m'a confié, c'est le cas de dire parce que c'est un rôle de confiance, le rôle de leader adjoint pour l'opposition. On a mené une charge assez directe, continuant un peu ce qu'on avait fait au moment du référendum avec M. Parizeau. Mais ce qui était intéressant, c'est que assez tôt, après avoir été élu en 98, il a fait un certain nombre de choses. Mais M. Bouchard décide de laisser ça là, dans des circonstances assez complexes. Et donc, nous, on se retrouve face à Bernard Landry, ce qui changeait complètement la donne, parce que Bouchard pouvait être très théâtral, il maîtrisait ses dossiers, puis c'était un gars avec une culture générale. M. Landry était coupé vraiment d'un autre état, très nationaliste, mais avec une approche pas du tout aussi structurée que ce qu'on avait eu l'habitude, soit avec M. Parizeau, soit avec M. Bouchard. Il envoyait la rondelle dans le coin, puis il voyait bien qu'est-ce qui allait se passer après. Donc, ça nous donnait parfois du fil à retordre, mais ça nous donnait parfois des opportunités. Et ça a permis de bâtir un peu la reconnaissance de qui était Jean Charest, parce que c'était très difficile, même s'il a gagné, ça c'est toujours important de le mentionner, à cause de notre drôle de système qu'on a ici, les libéraux de Jean Charest, dont je faisais partie, on a eu plus de votes que le Parti québécois, pas mal plus de votes que le Parti québécois en 98, mais le Parti québécois, à cause de la répartition de ses votes, a eu beaucoup plus de sièges que nous et a formé un gouvernement majoritaire, dont a bénéficié M. Landry. Donc, cette période-là, jusqu'à l'élection de 2003, 98 à 2003, c'était dur. C'était encore une longue pénitence d'opposition. Mais j'ai l'impression que ça donnait la chance aux Québécois moyens qui ne connaissaient pas beaucoup ce type-là qui avait été à Ottawa, qui était Jean Charest, de voir en lui quelqu'un qui avait quand même des capacités. Et donc, ça a mené, après cette longue traversée du désert, ça a mené justement à l'élection d'un gouvernement libéral en 2003. Mais avant ça, vous avez été nommé porte-parole en matière d'industrie et de commerce. Est-ce que vous avez été surpris, étant donné que c'était un champ que vous connaissiez peut-être un peu moins? En fait, j'avais eu la chance de pratiquer dans le domaine du droit corporatif et commercial, même si je n'étais pas moi-même un homme d'affaires. Je connaissais quand même le dossier. Et j'ai fait comme j'ai tenté de faire ce que j'ai fait par ailleurs dans ma carrière, c'est je me lance dans un dossier. Donc, j'ai rencontré très régulièrement les groupes d'employeurs, les différentes associations, les entreprises individuellement. Apprendre à connaître que ce soit le domaine, et on n'y pense pas tellement, mais il y a énormément de transport au Québec qui est méconnu. Donc, le transport maritime, connaître les joueurs là-dedans, ferroviaire, connaître les joueurs là-dedans, apprendre le dossier et les industries. Et qu'est-ce que le Québec faisait bien? Parce qu'on avait toujours des outils pour attirer, mais c'était pas très constant. Donc, apprendre à faire une bonne critique de ça, mais savoir aussi apprécier les bons coups que le Québec était capable de faire. Et donc là, vous parlez de l'élection en 2003. Ouais, voilà. Et là, vous êtes nommé à l'environnement, ministre à l'environnement. Oui, alors, après cette longue traversée du désert, 9 ans finalement en opposition, tantôt avec M. Johnson pour un mandat de 4 ans et tantôt avec M. Charest pendant presque 5 ans. Voilà qu'on forme le gouvernement en 2003 et il me donne le mandat de l'environnement qui est un dossier vraiment qui me passionne. Encore aujourd'hui. Déjà à ce moment-là? Oui, puis j'enseigne encore dans le domaine universitaire, l'environnement, le développement durable. Puis un des mandats principaux était de bâtir une loi sur le développement durable. Alors, ça a pris énormément de temps et d'énergie, une tournée du Québec de 22 villes à travers le Québec pour écouter les gens, pour bien bâtir ça avec une bonne adhésion sociale. On est allé jusqu'à changer la Charte des droits pour inclure le droit de vivre dans un environnement sain, qui est unique. Alors, on est très fiers de ce qu'on a accompli, puis je peux honnêtement dire que presque 20 ans plus tard, ça a donné des bons résultats, cette loi-là. Par contre, vous avez eu des initiatives un petit peu plus controversées, comme l'aide conditionnelle aux entreprises.
qui ont des pratiques éco-responsables, ou encore un moratoire sur l'industrie porcine. Vous vous souvenez de ces moments-là? Comment c'était accepté, parce que vous aviez des collègues qui étaient soit à l'agriculture ou soit à l'industrie? Comment ça se Mais c'est passait? classique Oui. de se taper un peu les têtes entre l'agriculture et l'environnement. Mhm. Par contre, puisque j'aime ça, rencontrer les gens et écouter Ouais. leur point de vue, je me souviens d'avoir parlé avec Laurent Pellerin, qui était le Mhm. redoutable président de l'Union des producteurs agricoles à l'époque. Je dis, Monsieur Pellerin, je dis, vous avez des producteurs porcins qui refusent. Mais je dis, vous avez 95% de vos membres assument le coût pour respecter les normes environnementales. Mhm. Il dit 98%. Je dis, je vous l'accorde, 98%. Je dis, alors plutôt que de défendre le récalcitrant, si moi je suis rendu, j'ai tout essayé, j'ai envoyé des gens pour négocier, pour expliquer, pour accompagner, mais il y en a qui refusent absolument. Je dis, qu'est-ce qu'on fait? Il dit, je comprends votre point de vue, parce que c'est vrai qu'il n'est pas juste en train de tricher l'environnement, mais il triche les autres qui assument le coût. Oui. Alors, c'était, Pascal, une des décisions les plus difficiles de ma carrière, parce qu'on avait effectivement en Beauce, on avait une personne qui refusait toutes les règles et règlements pour veiller à ce que les déjections de sa production porcine ruissellent vers les cours d'eau et tout ça. Et on avait tout fait comme accompagnement. Alors, un jour, avec une douzaine de voitures de police et les camions qu'il fallait, ils sont allés saisir son cheptel. Et ça m'a affecté personnellement. Oui, j'ai trouvé ça très difficile, mais si on n'applique pas les lois à ceux que tout le monde sait sont en train de l'enfreindre, comment est-ce que les autres vont continuer à respecter et dire, oui, parce que je suis bon gars, je vais assumer le coût de respecter les normes environnementales. Donc, ça aussi, c'est une manière d'apprendre les techniques. On parle des outils de gouvernance, des outils de politique publique. Qu'est-ce qu'on peut faire pour appliquer? Mais l'application rigoureuse de la loi de manière égale à tout le monde, pour moi, est un des fondements de mon passage de 3 ans à l'environnement. En novembre 2004, vous proposez un plan de développement durable incluant une proposition d'amendement à la Charte québécoise, vous en avez parlé, pour inclure le droit de vivre. Et ce qui m'intéresse, c'est de savoir si vous avez eu des modèles. Qu'est-ce qui vous a inspiré pour ce plan? Il y a des pays qui ont inclus dans leur constitution, et notamment des pays dans le sud global, qui, voyant les dégâts laissés par les compagnies minières, entre autres, voulaient donner aux gens des droits. Et par le fait même, le droit, par exemple, de défendre les sources en approvisionnement en eau, protéger les territoires de groupes indigènes qui étaient là depuis des millénaires, les protéger. Donc, trouver des manières d'instaurer dans un texte constitutionnel, ou en l'occurrence quasi-constitutionnel, le droit de vivre dans un environnement sain. Cette protection, au Québec, on l'a hissé à ce rang-là et j'en suis très fier. Et il y a eu l'épisode Rabaska, et ce qu'on a appelé aussi la saga du Mont Harford, qui vous ont encore une fois, parce que vous avez eu des moments où vous étiez en opposition avec le chef, sûrement le caucus, certaines personnes, et mené en fait à votre départ du cabinet. Oui, et c'est intéressant que vous mettez les deux ensemble parce qu'effectivement, l'un était intimement relié à l'autre. Et je me souviendrai toujours d'avoir dit à M. Charest, fort d'une visite à Boston, où il y avait une installation qui ressemblait justement à Rabaska. Alors, pour mémoire, Rabaska est un projet d'une usine de méthanisation de gaz naturel liquéfié qui aurait été importé de Russie par Gazprom et d'Algérie. On l'aurait amené le long du Saint-Laurent, en face de l'île d'Orléans, très proche de Québec. On méthanise, c'est-à-dire on prend le gaz naturel liquéfié et on fait du gaz naturel, puis on le met dans le réseau. En rencontrant les hauts gradés de la garde côtière américaine à Everett, qui est en banlieue de Boston, j'ai remarqué, il y a un pont là-bas qui ressemble aux frères jumeaux du pont Jacques-Cartier. Ils sont obligés de tout fermer à chaque fois qu'il y a un de ces bateaux qui passe. Toute la circulation des deux bords. Et ils m'ont dit, mais dans des termes les plus clairs et certains, jamais de nos jours, on permettrait l'installation de quelque chose comme ça proche d'un grand centre. Et je dis, nous, on est en train de regarder de mettre ça dans une région métropolitaine. À l'époque, c'était environ 800 000 personnes, proche de Québec. Et il dit, faites pas ça. Il faudrait jamais faire ça. C'est une grave erreur si vous mettez ça proche d'un... Il dit, les possibilités sont infimes,
parce qu'on essaie de prendre toutes les précautions. Mais il dit la raison pour laquelle on doit tout fermer aux alentours, parce que si jamais ça pète, ça explose, il dit ça aurait une force explosive extraordinaire. Il dit il ne faut vraiment pas mettre ça moindrement proche d'un centre de grande population. Alors, j'avais expliqué ça à M. Charest, qui était pas content, parce que, et lui, et son collègue, mon collègue qui était à l'énergie à l'époque, qui devait me remplacer quand j'ai quitté le Conseil des ministres à l'environnement, il s'était déjà exprimé publiquement en faveur du projet. Donc, il y avait une grande famille québécoise avec des investissements dans une compagnie française. C'est toujours populaire. D'énergie fossile, travaillait avec les Russes. Eux, ils poussaient très fort pour ça. Et il y a une ironie de ce grand dossier d'acceptabilité sociale et de responsabilité sociale des entreprises qui est Rabaska, parce que contrairement au Suroît, qui, rappelons-le, était une usine de production d'électricité en utilisant du gaz naturel qui devait s'installer au sud de Montréal, toutes les forces vives de l'environnement se sont rassemblées pour s'opposer à Rabaska. Contrairement à Rabaska, qui était à Québec et un peu plus difficile de rassembler les forces vives du monde environnemental du Grand Centre qu'est Montréal, pour le Suroît, tout le monde s'y est opposé, puis c'était une action très directe, ça a été stoppé. Rabaska, ça allait se construire. Et c'est seulement les forces du marché qui ont décidé que ça ne se construira pas, parce qu'avec la fracturation hydraulique, le fameux fracking, les gaz de schiste aux États-Unis, ils avaient un tel afflux de gaz dans le marché que le prix était parti par unité de 8 $ à 2 $, puis tout d'un coup, ce n'était pas intéressant financièrement. Donc, Rabaska n'a jamais vu le jour et c'est une très bonne chose. Mais c'était déjà une situation complexe de ma relation avec M. Charest, qui était souvent très proche de la famille qui était en faveur de ça parce qu'ils avaient des intérêts dans une grande société française d'énergie fossile. Donc, ça complexifiait notre relation qui avait été bonne jusque-là parce qu'on avait travaillé très fort ensemble, surtout pour la victoire finalement en 2003. Et le deuxième dossier était Orford, qui était un truc qui était poussé par des promoteurs de la place en Estrie, qui voulaient mettre le grappin sur une partie du parc national du Mont-Orford pour construire des condos. Ils proposaient un échange de terrain et ainsi de suite. Mais on a regardé ça, puis moi j'ai fait une analyse externe parce que parfois à l'interne, c'est pas là où ils vont te dire le contraire de ce que veut le plus haut sphère du gouvernement. J'ai fait faire une expertise pour me faire dire la même chose que moi j'ai lu dans la loi, que c'était illégal d'extraire des terrains d'un parc national parce que ça pouvait encore servir de parc. C'est seulement si ça pouvait plus avoir cette utilité-là qu'on pouvait les extraire. Et moi j'ai dit, je refuse de signer ça. Et une des premières choses qu'ils ont faites une fois que j'ai quitté le Conseil des ministres, c'était de le faire signer. Et ils ont voulu extraire. Et moi, je me souviens d'avoir dit à M. Charest, parce qu'on avait travaillé quand même bien ensemble, et je me souviens d'avoir dit une chose spécifique. J'ai dit, tu vas payer le plein prix politique de ça, et tu vas être obligé de reculer. Et environ 1 an plus tard, il avait payé un tel prix politique qu'il était obligé de reculer. Et de mémoire, ils ont même payé une compensation aux gars qui avaient convoité les terrains. C'était toute une situation très problématique. Mais je suis la même personne qui, avec passion, menait ses batailles quand j'étais dans l'opposition. Puis je n'allais pas accepter d'avoir un mandat de protection du public en environnement, de mener une loi sur le développement durable où on disait au gouvernement, chaque fois que vous prenez une décision, regardez l'aspect environnemental, l'aspect social, l'aspect économique. Il faut quand même respecter le rapport Brundtland et tout ça. Puis de faire l'inverse. Et de faire exactement l'inverse. Moi, j'ai laissé à d'autres faire ça. J'ai quitté le Conseil des ministres, mais pas le caucus. Vous êtes resté député. Ben, j'ai été élu. C'était pas eux autres. Et j'étais un élu libéral. J'avais pas fauté vis-à-vis du parti. Même si, lors de la réunion, tout le monde, il y a une célèbre truc où je suis tout seul en train de voter contre le fait de donner les terres d'Orford. Il y avait Robert Benoît qui était avec moi. Mais à peu près 1 an plus tard, ils étaient tous en train de voter l'inverse, mais j'étais plus là. Comment vous avez envisagé la suite? En fait, lors de cette réunion fatidique avec M. Charest, il m'avait proposé d'être ministre de rien du tout, ministre d'un truc factice qui était administration, affaires gouvernementales. C'était n'importe quoi, et il le savait aussi bien que moi.
Moi, j'avais travaillé trop fort pour accepter un strapontin comme ça. Et j'avais eu le temps. C'était un ado, mais ça se corsait. J'avais dit à Catherine, ma femme, j'avais dit, je suis une réunion avec Charest, je ne suis pas rassuré. Est-ce que tu vas être joignable cet après-midi? Catherine travaille comme psychologue dans les CHSLD. Oui, tu n'auras aucun mal à me joindre. Et par pur hasard, nos garçons qui travaillaient tous les deux, j'ai pu les rejoindre aussi. Et avec Catherine, dans un premier temps, c'était 3 conversations séparées. Et ils n'avaient pas eu le temps de se parler entre eux. J'ai dit, écoute, Charest est dans l'autre pièce. Il m'offre un autre truc. Moi, j'ai rien fait qui mérite de déplacer de l'environnement. Je sais pourquoi ils le font, pour que quelqu'un d'autre puisse signer pour le transfert des terres d'Orford. Moi, je veux juste quitter le Conseil des ministres. Puis Catherine m'a dit, la tête haute, quitte le Conseil des ministres, on va toujours te backer. Et j'ai eu mon fils aîné, policier, parler, détail, donne les mêmes informations. Il dit, Dad, tu as travaillé trop fort. Laisse ça là. Continue. Tu es député, continue. Et tu décideras ce que tu fais après. Et la même chose avec Greg, notre plus jeune, qui a dit la même chose. Alors, c'était rassurant pour moi. Vous avez fait un conseil de famille improvisé. Oui, mais en plus, il y a un ami qui me l'a dit après. Il dit, c'est rare de voir quelqu'un jeter les clés de la limo sur la table en disant, non, merci, j'ai pas besoin de ça. Et j'ai l'impression que les gens autour de Charest, lui, je ne sais pas, mais les gens autour de Charest ont dû lui dire, regarde là, il va garder le limo, il va rester avec son titre de ministre, il va accepter, il n'aura pas d'autre choix. Et donc, ils sont venus insister un peu parce que les 3 appels avaient pris, on va dire, 15 minutes. Et quelqu'un qui est venu, il va falloir quand même clore la réunion et tout ça. Alors, avec assurance et calme, je suis allé le voir. Et c'est là où je lui ai dit cette fameuse phrase, je prédis que vous avez payé le plein prix politique et que vous n'arrivez pas. Moi, je n'accepte pas votre truc, je vais retourner simple député. Et les deux sont restés figés. Son chef de cabinet et lui, le chef de cabinet dont il s'est débarrassé peu de temps après, ils étaient restés figés en disant, c'était pas le résultat pensé. Je dis, bye-bye. Et mon garde du corps agent, il m'a quand même accepté, même si j'étais plus ministre, de me ramener à Montréal parce que je n'avais aucune autre manière d'y arriver. Il restait quand même quelques jours, ils ont organisé ça. Et c'était tendu avec Charest et avec des membres de son équipe. Mais j'ai jamais regretté cette décision-là. Merci pour ces entretiens. C'était vraiment un plaisir de vous revoir.